Shadows That Trade, Stories of Ostratumba, Darkness suit. Que se passe-t-il lorsque la mort n'est pas la fin, mais le début d'un cauchemar sans fin? Au cœur de Montréal, où l'histoire coloniale est liée aux légendes urbaines, il y a une maison qui a été témoin des horreurs qui transcendent le temps. La résidence de Saint-Dominique Street, un bâtiment de pierre victorien et de style bois restauré en 2022, semble être le rêve devenu réalité pour toute famille qui cherche des racines dans une ville riche en culture. Mais sous ses murs en plâtre impeccable et ses planchers de chêne poli battent un sombre secret, le lien psychique entre un meurtrier et sa victime, un lien si puissant que même la mort n'a pas réussi à le briser. La maison a été construite en 1895 par un industriel français, Émile Rousseau, dont la fortune était basée sur le commerce d'esquines. Cependant, après sa mort en 1912, l'endroit est passé à une série de propriétaires décédés dans des circonstances suspectes, des suicides inexplicables, des accidents domestiques violents et, dans un cas, un homme retrouvé les mains déchirées, comme s'il avait essayé de creuser son propre tombeau. Les voisins ont surnommé la Maison du Diable et l'ont évité pendant des décennies. En 2018, un groupe d'investisseurs l'a acheté pour le renouveler, croyant que la modernité pourrait effacer son passé. Mais en 2023, lorsque le Beaumont, une famille de classe moyenne haute, a déménagé là-bas, l'enfer s'est réveillé. Les Beaumont étaient une famille apparemment normale. Étienne, un architecte obsédé par le design durable, Camille, professeur de littérature avec un intérêt académique pour le gothique, et ses enfants, Léa, 14, et Thomas, 9. Tout le monde faisait des rêves pour la maison, un jardin vertical, une bibliothèque personnelle, un espace sûr pour élever leurs enfants. Mais dès le premier jour, quelque chose n'allait pas. Les lumières clignotent sans raison. Les portes se fermèrent seules. Et au sous-sol, un écho de marche résonnait, comme si quelqu'un se marchait sur la tête, même si personne n'avait grimpé. La maison n'était pas seulement vivante, j'étais obsédée. L'histoire de la propriété est liée à deux figures clés. Victor Lucier, un tueur en série qui opérait à Montréal entre 1947 et 1953, et Marie-Ève Tremblay, sa dernière victime. Lucier, un boucher de 38 ans avec une histoire de violence psychopathique, a kidnappé et torturé au moins 6 femmes avant d'être arrêté. Selon les archives de la police, il a avoué avoir tué Marie-Ève dans la maison de Saint-Dominique Street, où il l'a enterrée au sous-sol. Mais son corps n'a jamais été retrouvé. Dans son procès, Lucier a déclaré que la jeune femme le possédait, que son esprit le suivait et chuchotait l'ordre de tuer. Ils l'ont déclaré fou et exécuté en 1954. Cependant, des chercheurs modernes ont découvert que Lucier et Marie-Ève partageaient un lien surnaturel, un traumatisme collectif. Tous deux avaient été abandonnés dans l'enfance et élevés dans le même orphelinat, l'Institut des enfants oubliés, où ils ont subi des abus physiques et émotionnels. Là, selon les documents historiques, un prêtre exorciste a effectué des rituels sataniques avec des enfants problématiques, cherchant à libérer leurs démons. Quelque chose s'est mal passé. Un rituel raté a créé un lien psychique entre Victor et Marie-Ève, une corde invisible qui les unit même après la mort. Lorsque le Beaumont a commencé à ressentir des phénomènes inexplicables, ils ont cherché des réponses. Camille, fascinée par Gothique, a enquêté sur le passé de la chambre et a trouvé des références à l'étui Lucier dans les fichiers numériques. Étienne, sceptique, a attribué des événements à des problèmes électriques ou à l'imagination de ses enfants. Mais quand Thomas a commencé à parler dans l'ancien français, un dialecte que personne dans la famille ne connaissait, et Léa a subi des attaques de panique nocturne où il a crié, il la tue à nouveau. Ils ont compris que quelque chose d'autre était en jeu. La maison abritait non seulement les esprits, c'était un miroir déformé de traumatismes humains. Chaque coin reflétait une blessure. La chambre principale, où Lucier a étranglé Marie-Ève, était remplie d'un froid en été. La salle de bain, où il a essayé de la noyer, a coulé du sang sans source apparente. Et le sous-sol, où il l'a enterrée, vibra un buzz constant, comme le rythme d'un cœur géant. Les esprits ne voulaient pas se reposer. Ils voulaient répéter. Victor Lucier et Marie-Ève Tremblay ont été piégés dans un cycle de possession et de violence. Son lien psychique avait muté dans une entité distincte, une force dont une famille avait besoin pour continuer son travail. Le Beaumont, avec leurs propres fissures émotionnelles, la tension entre Étienne et Camille pour la pression économique, l'anxiété de Léa de s'intégrer à l'école, l'isolement de Thomas, était le terrain reproducteur parfait. L'histoire de l'obscurité suit non seulement sur les fantômes, mais sur la façon dont la douleur non résolue peut même corrompre les plus sacrés. La maison est un symbole, un corps malade qui a besoin de guérison. Mais comment guérir quelque chose qui s'est nourri de la peur? Grâce à des entretiens avec des historiens locaux, des dossiers judiciaires et des témoignages de voisins âgés qui se souviennent des rumeurs sur la maison, ce livre reconstruit les événements qui ont amené le Beaumont au bord de la folie. Chaque chapitre dénoute une couche de plus de l'histoire, de l'enquête initiale à une session spiritualiste qui a libéré quelque chose de pire que les esprits originaux.
Mais il y a aussi des questions sans réponse. Pourquoi Marie-Ie, une victime, semble aider Victor dans son plan? Y a-t-il une force plus ancienne que les deux, un troisième esprit qui manipule les événements? La famille peut-elle s'échapper ou sont-elles condamnées à faire partie de l'histoire de la maison? L'obscurité suit est un voyage aux limites de la raison, où le passé et le présent entrent en collision, et où l'amour familial est prouvé par une obscurité qui ne comprend pas les morales. Ce n'est pas un livre pour ceux qui recherchent des réponses simples. C'est un miroir cassé qui nous invite à nous demander, quelles ombres nous avons à l'intérieur qu'ils pourraient nous détruire? Janvier 2023. Montréal, Canada. Le Beaumont est arrivé à la maison pour un mardi glacé, avec le ciel leader menaçant la neige. L'étienne, vêtu d'un manteau en laine et de gants en cuir, a inspecté la façade en pierre grise, recouverte de glace. Parfait, murmura-t-il, bien que sa voix tremblait pour voir les fenêtres du deuxième étage, qui semblaient l'observer. Camille, étreignant Thomas pour le garder chaud, il a remarqué une étrange odeur, un mélange d'humidité et de fer, comme du sang rouillé. « Êtes-vous sûr que c'est l'adresse ?» demandait. Étienne a examiné le contrat d'achat. Oui, la société de renouvellement a dit que tout était prêt. Léa, derrière eux, leva les yeux et sentit un froid. Dans une fenêtre du troisième étage, une figure diffuse semblait bouger. Quand il cligna des yeux, il a disparu. À l'intérieur, la maison était un dédale de contradictions. Les murs, peints blancs et beige, contrastaient avec le sol en bois foncé, qui grince comme les os lors de la marche. Le hall principal avait un toit de 5 mètres avec un chandelier en verre qui semblait trop grand pour l'espace. Camille a souligné une fissure à la base du plafond. « Est-ce nouveau ? » « Non, » répondit Étienne. « Ils disent que cela fait partie du style « vintage ». Au cours des premières semaines, les incidents étaient subtils. La porte du sous-sol s'ouvrit seule, révélant une échelle qui descendait dans l'obscurité. Une montre murale dans la salle à manger s'est arrêtée exactement à 3h07, lorsque, selon les archives historiques, Victor Lucier a tué sa première victime. Thomas a été le premier à voir quelque chose. Une nuit, tout en cherchant son animal en peluche préféré, il a entendu les rires des enfants dans le couloir. Quand il a ouvert la porte, il a vu une fille aux cheveux noirs et à une robe blanche, qui sourit avant de disparaître. « Un ami imaginaire ?» demanda Camille. « Non » insista Thomas. Elle a dit que Victor la cherchait. Le premier événement violent s'est produit le 17 février. Étienne était dans le grenier, vérifiant les anciens plans de la maison, lorsque le carabreau de la pièce s'est effondré, s'écrasant au centimètre où Camille était assise. La police l'a attribué à une décision structurelle, mais un technicien de la société de renouvellement a murmuré. Ce type de câble ne se brise pas comme ça. Quelqu'un les a coupés. Cette nuit-là, Camille a trouvé Léa dans sa chambre, les yeux vierges et marmonnant dans l'ancien français, il vocte. Il veut, il me voit, il m'aime, OMS ? demanda Camille, terrifiée. Léa n'a pas répondu. La connexion avec le passé s'est intensifiée. Camille a enquêté dans la bibliothèque municipale et a découvert que Victor Lucier avait vécu dans la maison. Les journaux de l'époque l'appelaient « le boucher de Montréal », un homme qui a gardé des parties de ses victimes dans un congélateur industriel. Mais ce qui a attiré son attention, c'était une note à l'extérieur dans un journal de police. Lucier a dit que la dernière victime, Marie Tremblay, le possédait. Il a dit que ses cris l'avaient guidé, qu'il n'était pas le meurtrier, mais l'instrument. Comment une victime pourrait-elle contrôler son bourreau? Le 14 mars, un événement a tout changé. Étienne a décidé de nettoyer le sous-sol, qui sentait des terres mouillées et soufrées. Lors du déplacement d'une boîte, il a découvert un tremplin sur le sol, recouvert de toiles d'arrêt. En dessous, il a trouvé une pièce cachée, avec des murs de briques et un squelette partiel dans un coin. À côté du squelette, un journal taché de sang, celui de Marie. Les pages ont été écrites dans une lettre tremblante. Victor n'est pas le seul coupable. Le père Leclerc nous a unis. Il nous a fait un. Il vit en moi, et moi en lui. La maison est notre corps. Personne ne s'échappera. Étienne a fermé le journal, mais il était trop tard. À l'étage supérieur, Camille a écouté un coup. Quand il est descendu, il a trouvé Thomas debout devant le piège ouvert, avec des yeux nuageux et une voix qui n'était pas la sienne. Bienvenue à la maison. Les esprits avaient choisi Thomas comme un nouvel invité. Le lien psychique de Lucier et Tremblay survit non seulement, il a nourri de nouvelles victimes. La maison n'était pas une maison, mais un organisme qui avait besoin que les familles perpétuent son cycle. Le Beaumont avait deux options, fuir ou faire face à la vérité qui se trouvait sous leurs pieds. Mais dans la maison du Hable, même la vérité a des griffes. L'héritage sanglant de Montréal. Découvrez comment les rituels sataniques de l'Institut des enfants oubliés ont forgé le lien entre Victor et Marie et pourquoi la maison continue de revendiquer les âmes. 1947. Institut des enfants oubliés, Montréal. La neige est tombée en flocons épais sur le toit en pierre de l'Institut des enfants oubliés, un bâtiment sombre et allongé qui levait comme monument à l'abandon. Fondé en 1882 par une congrégation religieuse,
L'Institut avait été un refuge pour les orphelins, les enfants de prostituées ou les familles trop pauvres pour les maintenir. Mais dans les décennies précédant sa fermeture en 1955, l'endroit est devenu un enfer déguisé en charité. Les enfants étaient traités comme des bovins. Ils dormaient dans des lits de fer sans matelas, manguaient une soupe aqueuse et ont reçu une désobéissance. Mais derrière les murs en plâtre fissuré, quelque chose de pire s'est produit. Des rituels nocturnes dirigés par le père Henri Leclerc, un prêtre exorciste avec une obsession maladive pour libérer des démons. Leclerc croyait que les enfants les plus problématiques, qui avec des menaces violentes ou des tendances autodestructives étaient possédés par les mauvais esprits. Sa solution était brutale, une série d'exorcismes improvisés qui mélangeaient la liturgie catholique, les textes apocryphes et les pratiques païennes. Selon les documents trouvés en 1998 lors de la démolition de l'Institut, ces rituels comprenaient le jeûne forcé, l'isolation sensorielle et, dans certains cas, l'ingestion de perfusions hallucinogènes faites avec des plantes locales telles que bélénio et mandragore. Victor Lucier et Marie-Eux Tremblay sont arrivés à l'Institut en 1938, tous deux avec 5 ans. Victor, fils d'un soldat, est tombé dans la Première Guerre mondiale et une mère qui l'a abandonné à la porte de l'église, a montré un rhume troublant depuis son enfance. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas ri et j'ai observé les autres avec des yeux vides. Marie, en revanche, était une fille brillante, avec une imagination débordante qu'elle a utilisée pour échapper à sa réalité. Mais les deux ont partagé un traumatisme, ils avaient été touchés par l'obscurité bien avant leur rencontre. Le début du lien. En 1941, alors qu'ils avaient 8 ans, Victor et Marie-Eux ont été sélectionnés pour une expérience spirituelle par le père Leclerc. Selon les notes manuscrites trouvées dans le sous-sol de l'Institut, le prêtre pensait que rejoindre 2 âmes torturées pourrait créer un canal de purification, un corps où les démons se manifestent et pouvaient être expulsés. La cérémonie a eu lieu dans une salle souterraine sans fenêtre, avec des murs de briques et un autel impromptu en bois pourri. Victor et Marie étaient liés à 2 chaises, avec les poupées liées par une corde trempée dans l'eau bénite. Leclerc, vêtu d'une robe noire et d'un crucifix inversé, a récité des fragments du rituel romanum, le manuel officiel de l'exorcisme, ainsi que des invocations aux entités inconnues. Les démons habitent la douleur, murmura-t-il en versant du vin rouge sur la tête. Seule la douleur peut les expulser. Pendant des heures, les enfants ont été criés, des coups et des questions sans fin sur leur péché. Victor est resté silencieux, mais Marie-Eux, accent grave, a pleuré et a supplié la miséricorde. En fin de compte, Leclerc a déclaré que le rituel avait échoué. Les démons ne partent pas. Ils restent, et ils grandissent. La naissance de l'entité. Les séquelles du rituel ont marqué pour toujours. Victor a développé une extrême aversion pour le contact humain, mais aussi une fascination morbide pour la souffrance des autres. Il a commencé à mutiler les animaux dans l'arrière-cour de l'Institut, gardant les pièces dans des pots qui étiquettent avec les noms des saints. Marie, quant à elle, a commencé à parler dans les rêves, décrivant des scènes de violence dont il n'avait jamais été témoin. Les soignants les séparaient, craignant qu'ils se corrompent. Mais quelque chose avait changé. Victor et Marie-Ève n'étaient plus 2 personnes, mais une dualité. Quand l'un était en colère, l'autre a pleuré. Quand l'un a dormi, l'autre a fait des cauchemars identiques. Les médecins de l'Institut l'ont attribué à des troubles psychotiques induits par un traumatisme, mais les enregistrements confidentiels ont suggéré une autre théorie. Le rituel ne les a pas purifiés. Il les a fusionnés. Ils partagent maintenant un seul esprit, divisé entre la lumière et l'obscurité. En 1945, les 2 se sont échappés de l'Institut. Victor a disparu dans les rues de Montréal, travaillant comme boucher et perfectionnant sa capacité à cacher sa folie. Marie-Ève a été adoptée par une famille de la classe moyenne, mais sa nouvelle vie a été brève. En 1947, à l'âge de 14 ans, elle a été kidnappée par Victor, qui l'a emmenée à la maison sur Saint-Dominique Street. La maison en tant que témoin. La résidence de Saint-Dominique Street n'a pas été choisie au hasard. Victor, maintenant adulte, se souvint de l'avoir vue enfant lors d'une excursion scolaire. Cela semblait un endroit où personne n'entendrait les cris. Pendant 3 semaines, il a gardé Marie enfermée dans le sous-sol, la nourrissant avec des morceaux de viande crue et la forçant à répéter des phrases inintelligibles. Selon les témoignages de voisins qui soupçonnaient quelque chose, Victor est allé acheter des provisions et est revenu avec des sacs sanglants, bien qu'il ait insisté sur le fait qu'ils étaient pour l'entreprise. Le 14 avril 1947, Marie est décédée. Il n'y a pas de dossiers officiels de sa mort, mais des rapports de police ultérieurs mentionnent que Victor a avoué l'avoir étranglée après qu'elle lui ait dit qu'il ne voulait pas être lui. Mais ici, la contradiction survient. Pourquoi Victor a-t-il insisté sur le fait que Marie-Ève était toujours en vie, qu'il a contrôlé de la mort? Dans son procès, Lucier a déclaré que, à sa mort, Marie-Ève ne s'est pas libérée, mais que son esprit a fusionné avec le sien,
créant une entité hybride qui avait besoin de nouvelles victimes pour survivre. Elle a chuchoté avec moi des ordres, a-t-il déclaré lors de sa déclaration. Il m'a dit qui tu es, comment le faire. J'étais juste son outil. Les psychiatres l'ont diagnostiqué avec une schizophrénie paranoïaque, mais l'un d'eux, le docteur Émile Fournier, a écrit dans son rapport personnel. Je ne suis pas sûr que Lucier ment. J'ai vu des patients souffrant de troubles de l'identité dissociative, mais c'est différent. C'est comme si deux personnes avaient partagé une seule conscience, même après la mort. La maison comme prison. Après l'exécution de Victor en 1954, la maison est passée à une série de propriétaires décédés dans des circonstances inexplicables. Mais les dossiers historiques suggèrent que le lien entre Victor et Marie-Hé ne s'est pas rompu. En 1962, un chercheur paranormal, Jacques Moreau, a documenté des phénomènes à la chambre. Des voix d'enfants dans le sous-sol, chantant des chansons dans l'ancien français. Du sang qui est apparu sur les murs, formant des mots comme « Je ne suis jamais allé », une phrase que Camille Beaumont verrait des décennies plus tard. Une figure féminine vue au 3e étage, avec une robe blanche et des cheveux noirs, qui ont disparu à l'approche. Moreau a conclu que la maison n'était pas un endroit, mais un corps habité par l'entité de Victor et Marie-Hé. La maison est sa prison et son temple, a-t-il écrit. Ils ont besoin de nouvelles âmes pour la garder en vie. L'arrivée du Beaumont. Lorsque le Beaumont a signé le contrat d'achat en 2023, ils ne savaient pas qu'ils acceptaient un contrat avec quelque chose de plus âgé que la propriété elle-même. La maison les a choisis pour une raison, leurs propres fissures émotionnelles les ont rendus vulnérables. Étienne, obsédée par le contrôle de l'espace physique, a ignoré les signes d'alarme parce qu'elle pensait qu'elle pouvait apprivoiser la maison avec la technologie et le design. Camille, fascinée par Gothique, cherchait une histoire à raconter, mais ne s'attendait pas à ce que l'histoire la choisisse. Léa, se battant avec la pression sociale, était sensible à l'influence de Marie-Hé, qui semblait sympathiser avec son anxiété. Et Thomas, le plus jeune, était le lien faible. Son esprit toujours non formé a été fait par un conteneur parfait pour l'entité partagée. La possession de Thomas n'était pas un accident. C'était une répétition du rituel de l'Institut des enfants oubliés, un moyen de recréer la connexion originale. La maison avait besoin d'un nouveau lien, une nouvelle dualité, pour poursuivre son cycle. Qu'est-il arrivé au 3e esprit? Dans l'introduction, une question cruciale a été soulevée. Y a-t-il une force plus ancienne que Victor et Marie-Ève, un 3e esprit qui manipule les événements? Les indices sont dans les détails. L'odeur du fer que le Beaumont a ressenti en entrant, le buzz dans le sous-sol qui ne correspond à aucune source électrique, et à la phrase « Je ne suis jamais allé », qui semble écrit par quelqu'un qui n'est pas Marie-Ève. Dans les archives de l'Institut des enfants oubliés, il y a une référence à un 3e enfant impliqué dans le rituel de 1941. Un garçon du nom de Lucien Dufresne, 10 ans, est décédé lors de la cérémonie. Selon les notes de Leclerc, Lucien a été le premier à recevoir l'esprit, mais son corps ne pouvait pas le contenir. Il est mort les yeux ouverts et un sourire qui n'a pas disparu ou après sa mort. Certains chercheurs croient que Lucien n'est pas vraiment mort, mais a fusionné avec l'énergie du rituel, devenant un gardien du lien entre Victor et Marie-Ève. Son esprit, ou ce qui reste de lui, pourrait être à l'origine des événements actuels, en s'assurant que le cycle continue. Le cycle qui ne se termine pas. La maison n'est pas seulement un lieu de mort, c'est un organisme psychique qui se nourrit de traumatismes non résolus. Chaque famille qui fait partie du rituel, une pièce qui doit être sacrifiée pour maintenir la connexion en vie. Les Beaumont sont piégés dans ce cycle, mais ils ont toujours une opportunité, comprendre le passé pour le casser. S'ils peuvent découvrir la vérité sur Lucien Dufresne et le véritable objectif du rituel de l'éclat, peut-être qu'ils peuvent libérer Victor et Marie-Ève. Ou condamner pour toujours. Le pacte des morts. Explorer le rituel défaillant du père Leclerc, la mort de Lucien Dufresne et comment les esprits des 3 enfants ont fusionné pour créer une entité qui recherche toujours de nouvelles victimes. 1941. Institut des enfants oubliés, Montréal. La salle souterraine sentait l'humidité et la peur. Les bougies noires ont frappé des chandelles de fer, projetant des ombres qui dansaient comme des créatures vivantes. Le père Henri Leclerc, vêtu d'une robe brisée et d'un chapelet inversé, a regardé les 3 enfants attachés aux chaises en bois. Victor Lucier, 8 ans, est resté immobile, les yeux fixés sur le sol. Marie-Hé tremblait, aussi 8 ans, trembla, ses lèvres se déplaçant dans une prière silencieuse. Et parmi eux, Lucien Dufresne, 10 ans, a regardé le toit avec un sourire qui ne semblait pas lui appartenir. Lucien avait été choisi par accident. À l'origine, Leclerc a planifié un rituel de 2 enfants, mais une erreur administrative l'a inclus dans la liste. C'était un garçon calme, avec des cheveux blonds et une peau pâle, qui parlait rarement et ne pleurait jamais. Les soignants de l'Institut le considéraient comme étrange, bien que personne ne savait pourquoi. Certains ont dit que les événements pourraient prédire avant qu'ils ne se produisent, d'autres, que ses yeux ont changé de couleur quand il était en colère. Leclerc, cependant,
a vu autre chose à Lucien, un conteneur vide, prêt à être rempli. Le rituel défaillant. Le père Leclerc a commencé la cérémonie avec une invocation en latin. Veni, tenebrae. Venez, ombre. Recevez ces enfants comme offrande. Que leurs âmes sont purifiées par la douleur. Victor et Mariet étaient attachés avec des cordes trempées dans l'eau bénite, tandis que Lucien restait libre, assis devant eux. Leclerc lui a donné un poignard en argent oxydé et lui a ordonné « Coupez le cordon qui les unit. Libérez-nous de leur pollution ». Lucien n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a pris le poignard et a coupé sa paume. Le sang coulait sur les pieds de Victor et Marie, formant un cercle rougeâtre sur le sol en pierre. Ensuite, la pièce a changé. Les bougies se sont éteintes et un son comme des ailes géantes remplissait l'espace. Victor sentit une chaleur sur sa poitrine, comme s'il grandissait en lui. Cria Marie-Ève, pas la douleur, mais l'horreur. Elle a vu son propre visage reflété dans les yeux de Lucien. Leclerc a essayé d'arrêter le rituel, mais il était tard. Lucien se leva, sa voix résonnant avec un écho multiple. « Ce n'est pas moi, je suis tout, je suis le pont ». Soudain, Lucien est tombé au sol, convulsant. Son corps se tordit comme si quelque chose le commençait de l'intérieur. Les cris de Mariet se sont mélangés à des rires de Victor, qui ne comprenait pas pourquoi il a ri. Lorsque Leclerc l'a examiné, Lucien était mort. Mais son sourire est resté, même après que les médecins ont confirmé sa mort. La vérité sur Lucien. Les archives de l'Institut ne mentionnent Lucien Dufresne dans aucun rapport officiel. Cependant, en 1998, lors de la démolition du bâtiment, un journal caché dans un faux mur a été trouvé. Il appartenait à une infirmière nommée Marguerite Lavoie, qui a écrit « Lucien n'était pas un enfant commun. Il est arrivé à l'Institut sans document, sans passé. Il a dit que sa mère l'avait abandonné parce qu'il n'était plus humain. Personne ne l'a cru, mais maintenant je pense qu'il avait raison. » Le journal révèle que Lucien était possédé depuis l'âge de 5 ans par une entité inconnue, une force qui se nourrissait du lien entre les âmes endommagées. Sa présence dans le rituel n'était pas une coïncidence, c'était le catalyseur nécessaire pour fusionner Victor et Marie-Ève dans une seule conscience partagée. À la mort de Lucien, son esprit n'est pas parti. D'un autre côté, il a rejoint le lien entre Victor et Mariet, devenant un troisième œil, une entité qui a regardé et manipulé le lien. L'entité partagée. Après le rituel, Victor et Mariet ont développé une relation symbiotique. Lorsque Victor a commis ses premiers meurtres en 1947, Mariet, toujours en vie, a ressenti la douleur des victimes comme s'il était la sienne. Mais je ne pouvais pas l'arrêter, la connexion était irréversible. Dans son journal, Marie-Ève a écrit « Victor n'est pas lui-même, quelque chose d'autre le guide. Parfois, j'entends des voix que je ne reconnais pas. L'un d'eux ressemble à Lucien, mais il ne peut pas être. Il est mort. » La police a trouvé le journal après le meurtre de Marie-Ève, mais l'a ignoré comme le délire d'une victime traumatisée. Cependant, les dossiers médico-légaux montrent quelque chose de dérangeant. Les blessures dans le corps de Mariet ne correspondent pas aux déclarations de Victor. Certains étaient trop précis, comme s'il avait été fabriqué par une personne ayant une expérience médicale. D'autres détails, tels que la position des doigts de la victime, formant un symbole de l'Église catholique, ont suggéré une intention rituelle à l'extérieur de Victor. La maison comme corps. La maison de Saint-Dominique Street n'a pas seulement été choisie par Victor pour son isolement. Selon les cartes historiques de Montréal, la terre où elle se trouve était un cimetière indigène au XVIIIe siècle, un endroit sacré où les tribus locales ont enterré leurs chamans. Lorsque les colons français ont construit la maison en 1895, ils ont non seulement détruit les tombes, mais aussi suscité quelque chose qui dormait sous la terre. Les esprits des chamans, offensés par la profanation, ont rejoint l'entité créée par Victor, Mariet et Lucien. La maison est devenue un organisme psychique, un corps où les trois consciences, et la force ancestrale, coexistaient. Les voisins de l'époque ont signalé des phénomènes étranges. Lumière dans les fenêtres qui se déplaçaient seules. Des voix d'enfants chantant des chansons dans une langue que personne n'a reconnue. Une odeur brûlée qui est apparue sans source apparente. En 1912, un prêtre local a tenté de bénir la maison, mais s'est enfui terrifié. « Il n'y a pas de démon ici », a-t-il déclaré. Seulement, la fin, l'arrivée du Beaumont. Lorsque le Beaumont a déménagé en 2023, la maison a réactivé son cycle. Mais cette fois, la présence de Thomas, le plus jeune fils, a modifié l'équilibre. Thomas n'était pas seulement possédé par Victor et Mariet, il a également ressenti l'influence de Lucien. La voix qu'il a entendue au sous-sol n'était pas de Victor, mais de Lucien, qui a chuchoté « N'ayez pas peur. Nous voulons juste que vous compreniez. » Camille, lors de l'étude de la bibliothèque municipale, a trouvé des références à Lucien dans un article journalistique en 1941. Un garçon de 10 ans disparaît de l'Institut des enfants oubliés. Les soignants nient de savoir où il se trouvait. Mais dans un fichier joint, un témoignage anonyme a déclaré « Lucien n'a pas disparu. Il est resté. Maintenant, il vit sur les murs. » Le véritable but du rituel.
Le rituel du père Leclerc n'était pas un exorcisme raté. C'était une expérience pour créer une entité immortelle, une conscience partagée qui pourrait transcender la mort. Leclerc, obsédé par l'idée de « battre le diable », croyait que les âmes fusionnées pouvaient créer un être capable de résister au péché. Mais quelque chose s'est mal passé. L'entité a non seulement survécu, il a eu faim. J'avais besoin de nouvelles victimes pour rester, de nouvelles familles pour répéter le cycle. Les Beaumont n'étaient pas les premiers. En 1962, Jacques Moreau, le chercheur paranormal, a documenté un cas similaire. Une famille appelée Dupont a déménagé à la maison en 1959. Le plus jeune fils, Pierre, 7 ans, a commencé à parler dans l'ancien français et à attirer des symboles étranges. En 1961, la famille a disparu. Leurs corps n'ont jamais été trouvés, mais les mots sont apparus sur les murs du sous-sol. Je ne suis jamais parti. Moreau a conclu que la maison a non seulement attrapé les âmes, il les a réinventées, les fusionnant avec l'entité pour perpétuer leur existence. La bataille pour Thomas. Thomas, possédé par Victor et Mariet, a commencé à montrer des comportements contradictoires. Un moment était le doux enfant habituel. Le suivant, ses yeux s'assombrissaient et parlait d'une voix gutturale qui n'était pas la sienne. Il veut sortir, a-t-il déclaré à Camille un soir. Il dit qu'il a besoin de plus de corps. Camille, terrifiée, confrontée à Étienne. Et si ce n'est pas seulement Victor et Mariet? Et s'il y a quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui le contrôle aussi? Étienne, sceptique, a essayé de la rationaliser. C'est juste un enfant effrayé. Il a besoin d'une aide psychologique. Mais quand Thomas a commencé à dessiner Lucien, un garçon blond avec un sourire fixe, Camille savait qu'il faisait face à quelque chose de plus grand. La vérité est qu'ils ne veulent pas voir. La maison n'est pas seulement une prison pour Victor et Mariet. Il s'agit d'un laboratoire psychique, un endroit où l'entité créée par Leclerc prouve de nouvelles façons d'exister. Chaque famille qui entre est une expérience. Le cycle peut-il se casser, ou en feront-ils partie? Les Beaumont sont à la croisée des chemins. S'ils fuient, l'entité continuera à chercher de nouvelles victimes. S'ils restent, il pourrait devenir le prochain lien de la chaîne. Mais il y a une troisième option, face à Lucien. Selon les dossiers, Lucien n'était pas un méchant. C'était un enfant utilisé comme un outil, un bol qui cherche maintenant à s'échapper autant que eux. Si le Beaumont peut communiquer avec lui, ils peuvent peut-être briser la connexion que l'entité maintient en vie. Le miroir cassé. Découvrez comment un ancien miroir dans le grenier révèle les visions du passé et comment Lucien essaie d'avertir le Beaumont du véritable but de la maison. Mars 2023. Casa Beaumont, Montréal. La neige avait cédé la place à une pluie froide qui frappait les fenêtres comme si quelque chose tentait d'entrer. Camille Beaumont est montée dans le grenier avec une échelle pliante, portant une bougie dans une main et le journal de Marie dans l'autre. Depuis que Thomas avait été possédé, la maison semblait plus vivante. Les murs chuchotaient, les lumières clignotent en séquences impossibles à ignorer et l'air sentait le fer et l'humidité. Mais cette nuit-là, Camille a suivi un morceau qui ne pouvait pas manquer. Sur une page de la Marie accent grave à Diario, écrite avec des paroles tremblantes, j'avais trouvé une phrase qui n'avait pas remarqué auparavant. Le miroir c'est tout. Si vous regardez, cela vous montrera qui vous êtes. Mais soyez prudent, vous ne mentez pas toujours lorsque vous vous voyez. Un miroir? Camille a rappelé que, lors de l'inspection initiale de la maison, Étienne avait mentionné un vieux miroir dans le grenier, recouvert de poussière et trop grand pour le déplacer. Personne n'avait fait attention, mais maintenant, il a grimpé les dernières marches et a ouvert la porte du grenier. L'air était dense, comme s'il était chargé d'électricité statique. Devant elle, dans un coin sombre, le miroir l'attendait. Le miroir qui ne devrait pas exister. L'encadre était du bois sculpté, avec des symboles que Camille ne reconnaissait pas. Cercles entrelacés, croix inversées et ce qui semblait être un œil ouvert au centre. Le verre, bien que opaque pour la poussière, brillait d'une lueur interne, comme si quelque chose derrière lui regardait. Camille a nettoyé la surface avec sa manche de pull. À la première touche, le miroir a émis un son aigu, comme le grincement d'un rat angoissant. La bougie à la main s'est éteinte. Ensuite, il a vu quelque chose à bouger. Ce n'était pas son reflet. C'était Victor Lucier, debout dans une pièce sombre, avec du sang dans ses mains. Sa bouche bougeait, mais n'a pas émis son son. Derrière lui, une figure féminine ne doute pas Mariet était agenouillée, les yeux fermés et les lèvres se déplaçant dans une prière silencieuse. L'image a changé. Maintenant, c'était Lucien Dufresne, debout devant un mur de pierre, souriant avec ce sourire fixe qui avait terrifié les soignants de l'institut. Sa voix résonnait dans la tête de Camille, claire et froide. « Je ne suis pas le gardien. Je suis la porte. Es-tu hôtesse ?» Camille recula, mais le miroir l'a attirée comme un aimant. Son reflet est apparu, mais ce n'était pas elle. C'était une version plus jeune, avec des cheveux noirs et des yeux vides, la même expression qu'il avait vue sur les photos de Mariet. « Qu'est-ce que tu es ?» demanda à Camille à haute voix. Le miroir a répondu par un mot. « Vrai, les visions qui ne devraient pas être vues. » Camille est descendue pour chercher Étienne et les enfants, mais la maison avait changé.
Les portes se fermèrent seules, les couloirs s'allongeaient et les escaliers semblaient prendre dans différents endroits à chaque fois que je marchais dessus. Enfin, il a trouvé Étienne dans la cuisine, vérifiant les câbles électriques. Nous devons parler, a-t-il dit, d'une voix tremblante. Étienne la regarda, remarquant la peur dans ses yeux. Que se passe-t-il maintenant? Le miroir. Ce n'est pas seulement un miroir. Montrer des choses. Images du passé. De Victor, de Marie, même de Lucien. Étienne fronça les sourcils. Lucan? Qui est Lucien? Camille lui a tout dit. Le rituel de l'Institut des enfants oubliés, la mort de Lucien, la théorie selon laquelle son esprit avait fusionné avec Victor et Marie pour créer une entité psychique. Si le miroir peut montrer le passé, nous pouvons peut-être comprendre comment arrêter cela, a déclaré Camille. Ou peut-être que nous devons devenir fous, répondit Étienne. Mais c'est Léa qui les a convaincus. Je l'ai vu aussi, a-t-il dit, d'une voix basse. Qu'as-tu vu? Demanda Camille. Léa trembla. Moi, mais ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voulait blesser. Le test du miroir. Ils ont décidé d'essayer le miroir ensemble. Ils sont montés dans le grenier, Thomas s'accrochant à la main de Camille. L'enfant était silencieux depuis sa possession, mais marmonnait maintenant des mots inintelligibles. Quand il se tenait devant le miroir, il a réagi immédiatement. Les images ont coulé comme un film déformé. Le rituel de l'Institut, 1941, Lucien coupant le palmier, Victor et Marie-Ève se sont unis par le sang, Leclerc hurlant en latin tandis que le corps de Lucien convulsionne. Le meurtre de Marie-Ève, 1947, Victor l'étranglant dans la chambre principale, les yeux ouverts dans un moment de compréhension, comme si elle avait compris qu'elle ne pouvait pas s'échapper. The Dupont Family, 1961, Pierre, le plus jeune fils, dessinant des symboles sur les murs du sous-sol pendant que ses parents criaient, le mot « lait étalé » apparaissant dans le sang. Mais ensuite, le miroir a montré quelque chose de nouveau. Une figure inconnue, vêtue d'une robe sombre, debout au sous-sol de la maison. Il n'était pas Victor, ni Marie-Ève, ou Lucien. C'était quelqu'un d'autre. La voix de Lucien résonnait dans son esprit. Il est le vrai propriétaire. Celui qui nous a fait comme ça. La vérité sur le miroir. Le miroir n'était pas seulement un objet. C'était un portail psychique, un outil créé par le père Leclerc lors du rituel de 1941. Selon les dossiers trouvés dans le diario de Marie-Ève, Leclerc avait obtenu le miroir d'un collectionneur d'artefacts cachés à Paris, qui l'a prévenu. Ce miroir ne montre pas le monde. Il montre l'âme, utilisée uniquement pour les dignes. Mais Leclerc n'était pas digne. Il a utilisé le miroir pour purifier les enfants, croyant qu'il révélerait leurs démons internes. Au lieu de cela, le miroir a absorbé les âmes de Victor, Marie et Lucien, les fusionnant dans une entité qui habitait maintenant la maison. Le miroir a non seulement montré le passé, il a montré le présent et l'avenir, selon qu'il a regardé. Pour Camille, il a révélé sa connexion avec Marie. Pour Léa, ses peurs les plus profondes. Et pour Thomas, Thomas regarda le miroir et vit Lucien. Il me parle, a déclaré l'enfant, d'une voix monotone. Qu'est-ce qu'il dit? Demanda Camille. Thomas ferma les yeux. Il dit que la maison n'est pas une maison. C'est une prison, et que le miroir est le seul moyen de s'échapper. Le plan désespéré. Étienne, toujours sceptique, a proposé de détruire le miroir. Si c'est la source de tout, le briser pourrait nous libérer. Mais Camille n'était pas sûre. Et si nous libérons quelque chose de pire? Léa, d'une voix ferme, a déclaré. Nous devons demander à Lucien. Il sait comment terminer cela. Ils ont décidé de faire un test. Camille a écrit une note et l'a placée devant le miroir. Comment casser le cycle? Ils ont attendu. Quelques minutes plus tard, le miroir a répondu. Pas avec des mots, mais avec une image. Une main brisant le miroir, tandis que Victor, Marie et Lucien ont disparu dans un nuage de lumière. Mais il y a eu un avertissement. Sous l'image, une phrase est apparue. La vérité a un prix. Préparez-vous à le payer. La décision. La famille a plaidé pendant des heures. Briser le miroir pourrait les libérer, mais aussi éveiller l'entité qui l'a contrôlé. Si le miroir était la porte, comme l'avait dit Lucien, qu'est-ce qui était de l'autre côté? Thomas, d'une voix douce, a dit « Je pense que Lucien veut nous aider. Il dit qu'il ne veut plus être ici. » Camille a ressenti un froid. « Comment savons-nous que ce n'est pas Victor qui joue avec nous? » « Parce que Lucien ne ment jamais, répondit Thomas. Étienne, résigné, a pris un marteau. « Si nous allons faire cela, faisons-le maintenant. » Mais quand il a levé le marteau, le miroir a émis un son assourdissant. Les plafonniers clignotent et une voix différente des autres a résonné dans la pièce. « Non, ne cassez pas la porte. Ouvrez-la. » La voix n'était pas de Victor, ou Marie, ou Lucien. C'était la voix du véritable propriétaire de la maison. La salle interdite. Découvrez qui est le vrai propriétaire de la maison, ce qui se trouve derrière la porte scellée du sous-sol et comment le miroir n'était pas le seul outil du père Leclerc à contrôler l'entité. Mars 2023. Casa Beaumont, Montréal. Le son du miroir a résonné dans le grenier comme un cri noyé. La voix, profonde et gutturale, n'était pas de Victor, ni de Marie-Ève, pas même Lucien. C'était quelque chose de plus âgé, plus sombre.
Camille sentit l'air s'épaissir, comme si la maison inhalait. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix tremblante. La réponse est venue dans un murmure collectif, comme si des milliers de voix parlaient en même temps. « Je suis le premier, je suis le gardien, je suis celui qui n'est jamais parti. » Étienne, tenant toujours le marteau, recula. « Ce n'est pas normal, nous devons sortir d'ici. » Mais Thomas, avec des yeux nuageux, s'approcha du miroir. Sa voix n'était pas la sienne. Il a raison, le vrai propriétaire est en panne. Dans la salle interdite, la porte scellée. Depuis que le Beaumont a déménagé à la maison, ils avaient ignoré une porte au sous-sol. Ce n'était pas dans les avions d'origine, et les entrepreneurs qui ont renouvelé la propriété ont dit qu'ils ne l'avaient jamais vue. Étienne a essayé de l'ouvrir une fois, mais a été scellé avec des chaînes rouillées et une serrure si vieille qu'elle semblait impossible de se casser. Maintenant, avec Thomas parlant comme si c'était une autre personne, Camille savait qu'elle devait y aller. Ils sont descendus au sous-sol avec un escalier à main, une lampe à main et un journal de Marie. L'air était plus froid que jamais, et la pierre était mouillée, comme si quelqu'un avait récemment renversé de l'eau. Devant eux, la porte attendait. Les chaînes étaient intactes, mais la serrure était ouverte. « Qui l'a ouvert » demanda Léa, s'accrochant à la manche de sa mère. « Personne » répondit Étienne, d'une voix rauque. Ils ont poussé la porte. Il grinça, mais s'ouvrit sans résistance. Le passage souterrain. Ce qu'ils ont trouvé n'était pas une pièce, mais un passage. Un escalier en pierre descendait vers l'obscurité, avec des murs de briques recouverts de symboles gravés de quelque chose qui avait l'air sec. Les murs suintaient de l'humidité et l'odeur de moisissure était si forte que Camille devait se couvrir le nez. Thomas a été le premier à descendre. « Il nous attend » a-t-il dit, avec cette voix qui n'était pas la sienne. Les autres l'ont suivi, un par un. Au bout de l'échelle, le passage s'est ouvert sur une salle circulaire, avec un toit voûté et un autel en pierre au centre. Sur les murs, il y avait des dessins de figures humaines unies par des cordes, avec des yeux vides et des bouches ouvertes dans des cris silencieux. Et sur le sol, un cercle d'os humains. L'héritage du père Leclerc. Camille a reconnu certains des symboles. Ils étaient les mêmes qu'il avait vus dans le miroir. Mais il y en avait d'autres plus âgés, que je ne pouvais pas identifier. « C'est un lieu de culte » murmura Étienne. Léa a souligné une plaque métallique oxydée sur le mur, avec une inscription latine. « Ara habita veritas. Hic nascitur tenebrae. » Ici, la vérité vit. L'obscurité est née ici. Camille a traduit à haute voix. « Qu'est-ce que ça veut dire » a demandé Étienne. Cela signifie que cet endroit n'est pas seulement un rituel. C'est l'origine. Thomas se dirigea vers l'autel. Ses mains tremblaient, mais son expression était silencieuse. « Leclerc est venu ici » a-t-il dit. « Comment savez-vous » demanda Camille. « Parce qu'il a laissé tout près. Le miroir, la maison, nous, la vraie histoire de Leclerc. » Les dossiers historiques ont déclaré que le père Henri Leclerc est décédé en 1952, 3 ans avant l'exécution de Victor Lucier. Mais dans le diario de Marie accent grave A, Camille a trouvé une entrée qui contredisait cette histoire. Leclerc n'est pas parti, il est resté. Il a dit que son corps n'était qu'un bol. Que quand il est mort, son âme vivrait dans la maison. Qu'il continuerait à travailler pour libérer des démons. Ça ne peut pas être, a déclaré Étienne. Mais c'est vrai, répondit Camille. La voix de Thomas résonna fortement. Leclerc n'est pas mort. C'est ici, aux États-Unis, à la maison. Soudain, l'autel a émis un son, comme le rythme d'un cœur géant. Les murs vibraient et les figures attirées par eux semblaient bouger. Une voix, la même chose qu'ils avaient entendue dans le miroir, ont rempli la pièce. Oui, je suis ici, et tu es mes nouveaux instruments. Le rituel de la Renaissance. Thomas tomba à genoux, saisissant sa tête. Son corps se tordit et sa voix a changé. Il veut nous utiliser, comme Victor l'a utilisé, comme il a utilisé Marie. Camille a couru vers lui, mais Étienne l'a arrêté. Ne le touchez pas, ce n'est pas lui. Léa, terrifiée, a déclaré le cercle des eaux. Certains d'entre eux brillaient d'un feu vert maladif. Quels sont-ils ? Demandez. Camille, avec un cœur accéléré, a répondu. Ce sont des restes des enfants, de ceux qui ont disparu. Soudain, les os se sont déplacés. Ils se sont levés du sol, formant des figures humanoïdes qui ont commencé à danser en rond autour de l'autel. La voix de Leclerc a fait écho. Vous êtes choisi. Vous êtes le nouveau rituel. La bataille pour Thomas, cria Thomas, son corps convulsant. Ses yeux devenaient blancs et sa bouche s'ouvrit dans un cri qui ne semblait pas humain. Aide-moi, il a fourni, avec sa propre voix. Camille le serra dans ses bras, mais il secoua de force surnaturelle. Il me prend, a déclaré Thomas, avec des larmes aux yeux. Lucien est apparu, pas physiquement, mais comme une figure légère dans le coin de la pièce. Son sourire n'était pas, et ses yeux étaient tristes. Ne vous laissez pas vous contrôler, dit-il à Thomas. Comme ? A demandé à l'enfant. Le miroir règne. Seulement il peut l'arrêter. Camille a rappelé l'avertissement du miroir. La vérité est un prix. Préparez-vous à le payer. Thomas, tu dois nous faire confiance, a déclaré Camille. Conféré à Lucien, a ajouté Léa. Thomas hocha la tête. Il s'est levé et a couru vers la sortie du passage, criant « Allez, nous devons retourner au miroir. »
Le vol. Les figures faites d'os les ont persécutés, leurs mouvements maladroits mais persistants. Les murs du passage ont commencé à fermer, comme si la maison tentait de les attraper. Ils ont couru dans l'escalier en pierre, grimpant aussi vite qu'ils le pouvaient. Derrière eux, la voix de Leclerc a rugi. « Tu n'es pas échappé, tu vas faire partie de moi. » Lorsqu'ils sont arrivés au grenier, Thomas a pris le marteau d'Étienne. « Rapide !» cria Camille. Thomas a soulevé le marteau et s'est écrasé dans le miroir. L'explosion était aveuglante. Un éclair de lumière blanche a rempli la pièce, suivi d'un son comme celui d'une tempête. Les fenêtres se sont brisées et le toit a tremblé. Et puis, silence. La fin du cycle. Le miroir était cassé. Les fragments brillaient sur le sol, ne reflétant pas leur visage, mais les images du passé, Victor, Mariet, Lucien, et Leclerc. Mais maintenant, tout le monde avait l'air avec la paix. Lucien est apparu une dernière fois, souriant comme avant. « Merci, dit-il. Tu as fini ?» demanda Léa. Lucien hocha la tête. La maison n'est plus sa prison. C'est maintenant votre repos. Thomas, épuisé, s'est assis par terre. Je ne l'écoute pas. Camille le serra dans ses bras. Nous sommes en sécurité. Mais Étienne, regardant par la fenêtre cassée, a demandé « Et la maison ? Que va-t-il lui arriver ?» La réponse est venue sous la forme d'une brise douce, comme un soupir. La maison a expiré. La vérité qui a été laissée. Une semaine plus tard, le Beaumont a quitté la maison. Il ne pouvait pas le vendre. Aucun agent immobilier ne voulait la toucher. Mais il ne pouvait pas non plus le brûler. Quand ils ont tenté d'appeler la police, les appels ne se sont pas connectés. La maison est toujours là. Vide, silencieux. Mais au sous-sol, sous la poussière, il y a une nouvelle inscription sur le mur du passage. La vérité est le prix. Nous le payons. Que personne d'autre ne le fait. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir 3 chiffres souriant au loin. Vainqueur. Marie-Yévé. Lucien. Et derrière eux, une ombre plus sombre. Toujours respirer. La séance d'LL. Découvrez ce qui se passe lorsqu'un chercheur paranormal rentre chez lui des décennies plus tard, croyant qu'il peut contrôler l'entité. Et comment le miroir cassé révèle à nouveau des secrets que personne ne devrait savoir. Octobre 2043. Casa Beaumont, Montréal. 30 ans après la fuite de la maison, le bâtiment était toujours debout, abandonné et couvert de lierre noire. La neige de l'hiver précédent avait laissé un manteau de glace dans les fenêtres, et le toit a montré des fissures qui menaçaient de s'effondrer. Mais pour le docteur Élise Moreau, chercheur paranormal et descendant de Jacques Moreau, l'historien qui a documenté les événements de 1962, la maison était une opportunité unique, prouver que l'entité qui y vivait non seulement existait, mais pouvait être contrôlée. Élise, 38 ans, était une figure reconnue dans le monde du surnaturel. Sa carrière était basée sur l'étude des cas classiques de possession et d'entités psychiques, mais sa motivation personnelle était plus profonde. Son grand-père, Jacques Moreau, était décédé en 1999 dans des circonstances suspectes, laissant un journal incomplet avec des notes sur la maison de Saint-Dominique Street. Dans les dernières pages, il a écrit « Je n'ai pas réussi à les libérer. Je les ai seulement enragés. La maison n'est pas un endroit. C'est un contrat. Et quelqu'un, un jour, le brisera. Ou le renouvellera. » Élise est arrivée sur les lieux avec une équipe de 4 personnes. Sophie Duval, médium professionnel avec des compétences en transe. Marcus Bell, expert en technologie spectrale, équipé de caméras infrarouges et de capteurs de champs électromagnétiques. Daniel Chaquet, historien spécialisé dans les rituels religieux et occultes. Lucas Roy, assistant Élise et son seul lien avec l'extérieur. La maison qui n'oublie pas. Lorsque vous traversez la porte principale, l'air gelé a frappé ses visages. L'intérieur était en ruine. Le papier tapissé s'est détaché, le plancher en bois grinçant comme des os fracturés et l'odeur d'humidité était si intense qu'elle irritait les narines. C'est pire que ce que j'imaginais, a déclaré Marcus, ajustant sa caméra. Mais c'est intact, répondit Élise, pointant vers le miroir cassé dans le grenier. Le miroir, bien que fragmenté, était toujours dans son cadre. Les pièces en verre réfléchissent des images déformées, ombres qui se déplaçaient, les visages qui ne devraient pas être là. Sophie, le voyant, pâlissait. Quelque chose nous regarde, murmura-t-il. Bien sûr, a déclaré Daniel, en revue le journal de Jacques Moreau. La maison ne se souvient pas seulement. Il prétend. Préparatif pour la séance. Élise a décidé d'effectuer une séance au sous-sol, où le cercle des eaux et l'autel de pierre restaient toujours. Ils ont utilisé des bougies noires, du sel et un enregistreur vocal pour capturer n'importe quel phénomène. Sophie était assise au centre, les yeux fermés et ses mains sur une table en bois. « Es-tu prêt ?» demanda Élise. « Non, mais nous devons le faire », a répondu Sophie. Élise a commencé. « Au nom des vivants et des morts, nous invoquons les entités qui habitent cet endroit. » Victor Lucier, Mariet Tremblay, Lucien Dufresne, sont-ils ici? Un vent froid est entré par les fenêtres cassées, éteignant les bougies. L'entité répond. Sophie ouvrit les yeux. Ils n'étaient pas les siens, ils étaient complètement blancs. Sa voix a changé, faisant écho à un écho multiple. Nous ne sommes pas eux.
Nous sommes tous. Nous sommes la vérité qu'il ne voulait pas voir. Marcus, enregistrant, a remarqué que le thermomètre était tombé à moins 15 degrés Celsius en seconde. Daniel recula, marmonnant une prière latine. « Qui es-tu » demanda Élise, d'une voix ferme. « Je suis celle qui reste. Celui qui ne parte pas. Celui qui ne partira jamais. » Sophie est tombée au sol, convulsant. Quand il a récupéré, il a pleuré. Ce n'était pas un. Il y en avait des milliers. Des voix. Criant dans ma tête. Daniel a passé en revue l'enregistreur. La voix de Sophie n'avait pas été la seule dans l'enregistrement. Il y en avait d'autres, chuchotant dans l'ancien français. Je ne suis jamais parti. Le rituel raté d'Élise. Élise, déterminée à dominer l'entité, a utilisé un objet trouvé dans le journal Jacques, une amulette d'obsidienne avec des symboles rituels Leclerc. Il l'a placée au centre du cercle des eaux et a ordonné « Si vous êtes réel, montrez-vous ». La réponse a été immédiate. Les murs du sous-sol étaient remplis de fissures et le sol tremblait. Une figure haute et mince est apparue dans le coin, avec une robe sombre et un visage sans caractéristiques définies. La voix de Leclerc a fait écho. Vous n'êtes pas digne. Vous venez comme les autres. Demandez. Demandez-vous. Traitez. Mourir. Lucas, l'assistant, a tenté de fuir, mais la porte du sous-sol s'est fermée avec un coup sec. Aide la porte, cria Marcus. Ne peut pas, a répondu Lucas. La silhouette s'est approchée de Sophie, qui est tombée à genoux. Sa voix a à nouveau changé. Je te connais, fille. Vous portez aussi la douleur. Nous vous utiliserons, cria Sophie, et son corps s'est cambré, comme si quelque chose le possédait. Le retour du miroir. Marcus, désespéré, a pris un morceau du miroir cassé. En le touchant, il a vu des visions. Victor étranglant Marie, mais avec les yeux de Lucien. Leclerc exécutant le rituel, disant, ils ne sont pas deux. Il y en a 3. Et le troisième est le maître. Le Beaumont brisant le miroir, mais avec une figure inconnue souriant au loin. Le miroir n'était pas la fin. Cria Marcus. Que veux-tu dire? Demanda Élise. L'entité ne s'est pas cassée. C'était divisé. La silhouette dans le coin a ri, un rire guttural qui vibrait les os. Oui, nous nous divisons. En vous. Dans cette maison. En tout. La bataille pour Sophie. Sophie, posséda, se leva et se dirigea vers Élise. Ses lèvres se déplaçaient d'une voix qui n'était pas la sienne. Vouliez-vous nous contrôler? Maintenant, vous faites partie de nous. Élise recula, mais Sophie lui attrapa le bras. Une douleur intense a traversé son corps et a vu des éclairs de son propre passé. Son grand-père, Jacques, écrivant le journal, avec des larmes aux yeux. Une fille inconnue, Lucien, souriant d'un miroir. Une porte scellée dans l'institut, avec la phrase « Ce qui entre ne sort pas ». Subsèse, cria Daniel, jetant du sel sur Sophie. La possession a cessé, mais Sophie s'est effondrée, inconsciente. La vérité sur Leclerc. Daniel, en révisant le journal de Jacques, a trouvé une entrée qu'il n'avait pas remarquée auparavant. Leclerc n'était pas humain. C'était un conteneur. Son corps a été pris par quelque chose de plus âgé, quelque chose qui a utilisé des enfants pour créer une entité qui pourrait vivre éternellement. La maison n'est pas leur maison. C'est son corps. Marcus, pointant vers l'autel, a déclaré « Regardez ça ». Au sol, le cercle des eaux brillait d'un feu vert maladif. Des figures humanoïdes ont commencé à se former, comme dans le rituel d'origine. « Nous devons sortir », cria Lucas. Le vol final. L'équipe a couru vers la sortie, mais le passage souterrain s'est fermé derrière eux. La maison les a attrapés, comme il l'avait fait avec les familles précédentes. Sophie, récupérant, a pris un morceau du miroir et l'a jeté contre l'autel. L'impact a provoqué une explosion de la lumière blanche et les figures osseuses se sont désintégrées. Il a fondé, cria Marcus. Mais Leclerc, ou ce qui lui restait, est apparu une dernière fois. Vous ne vous échapperez pas. Vous reviendrez tous. La lumière a disparu et la maison était silencieuse. Les 4 ont survécu, mais aucune n'était la même. Sophie a perdu la capacité de parler. Marcus a quitté sa carrière et s'est retiré dans un monastère. Daniel a publié un livre que personne ne croyait. Et Élise est retournée à l'institut de recherche, mais dans ses notes finales, il a écrit « Nous n'avons pas réussi à briser le cycle. Nous l'étendons simplement. La maison continue de réclamer. Et je sens sa voix dans mes rêves. » 1 an plus tard, Élise a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sur son ordinateur, un dernier fichier audio a été découvert. Je fais partie d'eux maintenant. La maison n'est pas un endroit. C'est une promesse. Et je l'ai accomplie. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une nouvelle figure dans l'ombre. Le cri au sous-sol. Découvrez ce qui se passe lorsqu'un groupe d'adolescents décide d'explorer la maison abandonnée en 2063, croyant que ce n'est qu'un mythe urbain. Et comment le miroir cassé révèle à nouveau des secrets que personne ne devrait savoir. Octobre 2063. Casa Beaumont, Montréal. La maison était toujours là, comme un corps pétrifié par le temps. 35 ans après la disparition d'Élise Moreau, ses murs étaient toujours recouverts de lierre noire, de fenêtres cassées et de toits partiellement effondrés. Mais pour Alex Vigneult, 17 ans, ce n'était qu'un mythe urbain de plus.
la maison du diable, un endroit où les fantômes d'un meurtrier et de sa victime ont attiré le curieux de les tuer. Alex et ses amis, Noémie, 16, Malik, 18, et Clara, 17, avaient grandi en écoutant des histoires sur la maison. À l'école, les enseignants ont averti que personne qui était entré n'était indemne. Mais pour les adolescents, c'était une opportunité, enregistrer une vidéo d'exploration urbaine pour TikTok, gagner des millions de vues et prouver qu'ils n'avaient pas peur. Ils sont arrivés au coucher du soleil, avec des caméras GoPro, des lampes de poche et une bouteille de vin bon marché pour casser la glace. Alex, avec sa veste en cuir et son attitude de leader, a été le premier à traverser la porte brisée. « Avez-vous peur ?» demanda-t-il en riant. « Seulement il y a des araignées, » répondit Noémie, ajustant son sac à dos. Il ne savait pas que la maison les avait déjà choisis. La maison qui n'oublie pas. À l'intérieur, l'air sentait la moisissure et le fer. Le plancher en bois grinça sous ses pieds et les murs étaient recouverts de graffitis fabriqués par des générations d'intrus. Dans le hall principal, un chandelier tombé a bloqué une partie de la route, et sur le toit, une fissure en forme d'œil semblait les observer. Clara, la plus sceptique du groupe, a déclaré un signe oxydé sur le mur. « Ne passe pas. La vérité est un prix. »« Comment pensez-vous que c'est un montage ?» demandait. Mais Malik, vérifiant son téléphone, a remarqué quelque chose d'étrange. Il n'y a aucun signe. Ni GPS. C'est comme si nous étions piégés. Alex l'a ignoré et est monté dans le grenier, où il a trouvé le miroir cassé. Les fragments brillaient d'un feu vert maladif, et dans l'un d'eux, il a vu son reflet. Mais ce n'était pas lui. C'était un enfant aux cheveux blonds et un sourire fixe. « Qui es-tu » a-t-il demandé à haute voix. La réponse est venue sous la forme d'un cri aigu qui résonnait du sous-sol. Le cri qui ne devrait pas exister. Le son était indubitable, un cri de femme, aigu et désespéré, comme si quelqu'un était tué. Mais il ne venait pas d'un endroit spécifique. Il semblait sortir des murs, du sol, de l'air lui-même. « Ont-ils écrit ça ?» demanda Noémie, pâle. « C'est juste le vent » a déclaré Alex, bien que sa voix tremblait. Ils ont décidé de descendre au sous-sol pour enquêter. La porte était ouverte, malgré le fait que les archives historiques ont déclaré qu'elle avait été scellée après la disparition d'Élise Moreau. Quand ils sont descendus, ils ont trouvé l'autel de pierre, le cercle des eaux et les figures humanoïdes dessinées sur les murs. Mais quelque chose avait changé. Astérisque astérisque, le cercle des eaux brillait d'un feu vert, et au centre, il y avait une nouvelle pièce, un os d'un crâne humain, avec une inscription latine, « Je ne suis jamais allée ». Clara s'est approchée, fascinée, c'est un vrai artefact. Cela pourrait valoir une fortune. Mais quand il l'a touché, le sol tremblait. L'entité se réveille. Un vent froid a envahi le sous-sol, éteignant les lampes de poche. Les murs vibraient et le cri a été répété, cette fois plus près. « Sortons d'ici » cria Malik. Mais la porte du sous-sol s'est fermée avec un coup sec. Alex, tenant toujours son appareil photo, concentrait le miroir cassé. Dans l'un des fragments, il a vu Lucien Dufresne, souriant avec ce sourire qui n'a jamais disparu. Sa voix résonnait dans l'esprit d'Alex. « Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas le dernier. La maison a toujours faim. » Noémie, terrifiée, a dit le cercle des eaux. Des figures humanoïdes ont commencé à se déplacer, s'élevant du sol en tant que marionnettes contrôlées par des fils invisibles. « Ce sont des squelettes » cria Clara. L'un d'eux s'est jeté vers Malik, qui l'a esquivé pendant des secondes. « Nous devons briser le cercle » dit Alex, se souvenant du journal de Jacques Moreau qu'il avait lu il y a des années. La bataille pour Clara. Clear, tenant toujours l'os avec enregistrement, il a commencé à convulser. Ses yeux devenaient blancs et sa voix a changé. « Pourquoi reviens-tu ? Tu n'as pas appris ?» C'était la voix de Marie-Ève Tremblay, mais mélangée avec les autres, Victor Lucier, Lucien Dufresne, Élise Moreau, et autre chose. Clear, se réveille, cria le nom, saisissant son bras. Mais Clara l'a poussé avec une force surhumaine. « Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes la maison, et vous êtes nos nouveaux invités. » Alex, désespéré, a pris l'os de Clara et l'a jeté contre l'autel. L'impact a provoqué une explosion de la lumière blanche et les figures osseuses se sont désintégrées. La vérité sur le miroir. La lumière a révélé quelque chose que les adolescents ne s'attendaient pas. Une porte cachée sur le mur du sous-sol, avec un symbole de l'œil qu'ils avaient vu sur le toit. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Malik. Daniel Chaquet, l'historien qui avait participé à l'expédition d'Élise Moreau, avait laissé une note dans son livre publié en 2044. Sous l'autel, il y a une porte. Ne l'ouvrez pas, c'est le cœur de la maison. C'est là que l'obscurité est née. Mais Alex, impulsif, l'ouvrit. Derrière, il y avait une petite pièce, avec des murs de briques et un miroir intact. À sa surface, des images du passé se reflétaient. Victor étranglant Marie-Ève, Lucien souriant, Élise Moreau disparaissant. Et enfin, Alex et ses amis, debout devant la porte. « Ce n'est pas réel », murmura Clara, avec sa voix normale. Mais le miroir a répondu, « La vérité a un prix. Préparez-vous à le payer. » Le vol final. La maison a commencé à s'effondrer.
Les murs se sont craqués et le plafond du sous-sol s'est effondré. Les adolescents ont couru à la sortie, mais le passage souterrain s'est fermé derrière eux. Clara, toujours affectée par la possession, a pris un morceau du miroir cassé et l'a jeté contre la porte cachée. L'impact a provoqué une autre explosion de lumière, et la voix de Leclerc a résonné pour la dernière fois. Vous ne vous échapperez pas. Vous reviendrez tous. La lumière a disparu et la maison était silencieuse. Épilogue, la vérité qui a été laissée. Les 4 ont survécu, mais aucune n'était la même. Clara a perdu la capacité de parler pendant des semaines. Noémie a développé des attaques de panique nocturne. Malik a cessé d'utiliser la technologie, craignant que les caméras l'aient espionné. Et Alex est retourné à l'école, mais dans ses cahiers, il a écrit « Nous n'avons pas réussi à briser le cycle. Nous l'étendons simplement. La maison continue de réclamer. Et je sens sa voix dans mes rêves. » 1 an plus tard, Alex a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sur son ordinateur, un dernier fichier audio a été découvert. Je fais partie d'eux maintenant. La maison n'est pas un endroit. C'est une promesse. Et je l'ai accomplie. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une nouvelle figure dans l'ombre. Alex Vigneult, souriant, le sentier de la folie. Découvrez ce qui se passe lorsqu'un journaliste d'investigation décide de documenter les événements de la Chambre en 2083, croyant qu'il peut exposer la vérité. Et comment le miroir cassé révèle à nouveau des secrets que personne ne devrait savoir. Octobre 2083. Casa Beaumont, Montréal. Le journaliste Julien Mercier, 42 ans, avait construit sa carrière sur des histoires impossibles. Gagnant du prix Pulitzer pour son enquête sur l'affaire Roswell 2.0, il était connu pour démonter les mythes urbains avec des données et une logique. Mais à l'automne 2083, Julien a fait face à son plus grand défi. La légende de la Maison du Diable, une maison abandonnée qui, selon les archives, avait remporté au moins une vie tous les 30 ans depuis 1895. Julien ne croyait pas aux fantômes. Pour lui, la maison n'était qu'un cas de traumatisme collectif et de manipulation psychologique, alimenté par des histoires exagérées. Mais quand il a reçu un message anonyme avec des coordonnées GPS et une phrase cryptée, la vérité a un prix. Préparez-vous à le payer, il savait qu'il devait enquêter. Il est arrivé seul, avec un sac à dos, un enregistreur et une chambre de réalité augmentée pour tout documenter. Il n'a dit à personne qu'il allait à la maison qui n'oublie pas. Lors du passage de la porte principale, Julien a remarqué des changements depuis la dernière expédition en 2063. Le toit était plus détérioré, mais le miroir cassé dans le grenier était toujours dans son cadre, brillante avec un feu vert maladif. Sur les murs, nouvelles inscriptions dans l'ancien français. Je ne suis jamais parti. Qui es-tu? Viens, regardez le miroir. Julien a tout enregistré, narrant d'une voix professionnelle. La psychologie humaine est vulnérable aux suggestions. Les inscriptions sont probablement le travail des adolescents ou des fans de l'occultisme. Rien de surnaturel ici, mais quand il a atteint le sous-sol, il a trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Astérisque, le cercle des os était intact, mais il y avait un nouveau crâne au centre, avec une inscription latine, Alexander Vigneault, 2063. Astérisque, Julien l'a reconnu. Il avait enquêté sur le cas des adolescents disparus en 2063, mais les archives officielles ont déclaré qu'Alex s'était enfui de chez lui. Comment était ton crâne là-bas? Le journal Jacques Moreau. Dans un sous-sol du sous-sol, Julien a trouvé une boîte en bois pourri. À l'intérieur, le journal Jacques Moreau, le chercheur paranormal qui avait documenté les événements de 1962. Les pages étaient tachées d'eau et de sang, mais Julien a réussi à déchiffrer les fragments. La maison n'est pas un endroit. C'est un contrat. Les esprits ne sont pas morts. Ils sont fusionnés. Le miroir est la clé. La vérité est le prix. Une dernière note a attiré votre attention. Si vous lisez ceci, il est trop tard. La maison vous a choisi. Julien a fermé le journal, mais pas avant de voir une image dessinée sur la dernière page. Une figure avec une caméra, debout devant le miroir cassé. Le miroir qui ne devrait pas exister. Déterminé à prouver que tout était une fraude, Julien est monté dans le grenier et se tenait devant le miroir. Son reflet est apparu, mais ce n'était pas lui. C'était un enfant blonde avec un sourire fixe, le même visage qu'il avait vu sur les photos de Lucien Dufresne. Quel du diable, murmura-t-il. Le miroir a répondu par un mot. Vrai. Soudain, Julien a vu des visions. Victor Lucier étranglant Marillier, avec les yeux de Lucien. Élise Moreau disparaît dans l'obscurité. Alex Vigneult souriant dans l'ombre. Une voix résonnait dans son esprit. Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas le dernier. La maison a toujours faim. Julien est retourné, mais le miroir l'a attiré comme un aimant. Son corps gelait et ressentait une douleur dans sa poitrine, comme s'il prenait sa conscience. L'entité répond. Lorsque Julien a repris le contrôle, sa voix n'était pas la sienne. Pourquoi es-tu venu? Pour demander? De craindre? Mourir? C'était la voix de Marillier, mélangée avec les autres, Victor, Lucien, Élise. Et autre chose. Julien,
a du mal à rester conscient, à activer son enregistreur. Ce n'est pas un fantôme. C'est une entité psychique, une fusion d'âmes endommagées. La maison et son corps. Et je suis à l'intérieur. La voix a changé, devenant gutturale. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes la maison. Et vous êtes notre nouvel invité. Le retour du miroir. Julien, désespéré, a pris un morceau du miroir cassé. En le touchant, il a vu des visions. Victor et Marie Tolk fusionnent, avec les yeux de Lucien. Leclerc exécutant le rituel, disant, ils ne sont pas deux. Il y en a trois. Et le troisième est le maître. Le Beaumont brisant le miroir, mais avec une figure inconnue souriant au loin. Le miroir n'était pas la fin. Cria Julien. Oui, nous nous divisons. En vous, dans cette maison, en tout. La voix de Leclerc a fait écho. Vous n'êtes pas digne. Vous venez comme les autres. Demandez-vous. Traitez. Mourir. La bataille de Julien. Julien a essayé de fuir, mais la maison l'a rattrapé. Les murs se fermèrent et le sol trembla. Au sous-sol, le cercle des eaux brillait et les figures humanoïdes ont commencé à se former. Dites-moi, cria Julien, sachant qu'il perdait le contrôle. Son corps s'est cambré et sa voix a changé. Je fais partie d'eux maintenant. La maison n'est pas un endroit. C'est une promesse. Et je l'ai accomplie. Julien est tombé au sol, inconscient. La vérité qui a été laissée. 1 mois plus tard, le corps de Julien n'a jamais été retrouvé. Mais sur son ordinateur, un dernier fichier audio a été découvert. Nous n'avons pas réussi à briser le cycle. Nous l'étendons simplement. La maison continue de réclamer. Et je sens sa voix dans mes rêves. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une nouvelle figure dans l'ombre. Julien Mercier, souriant, The Last Goodbye. Découvrez ce qui se passe lorsqu'un descendant de Victor Lucier décide de faire face à son héritage en 2113, croyant qu'il peut racheter sa famille. Et comment le miroir cassé révèle à nouveau des secrets que personne ne devrait savoir. Octobre 2113. Casa Beaumont, Montréal. 118 ans après la fuite du Beaumont, le bâtiment était toujours debout, mais maintenant c'était un monument à l'époque. Le toit était complètement effondré, les murs s'inclinaient comme s'il était fatigué de se soutenir, et le miroir brisé dans le grenier n'était qu'un souvenir de sa présence ancienne. Mais pour Émile Lucier, un descendant direct de Victor Lucier, c'était le seul endroit où vous pouviez trouver des réponses. Émile, 35 ans, était un psychologue médico-légal spécialisé dans les traumatismes hérités. Enfant, il avait subi des cauchemars avec une maison en pierre, un enfant blond souriant et une voix chuchotant. Vous n'êtes pas lui, mais vous portez son sang. En 2112, après avoir enquêté sur son arbre généalogique, il a découvert le lien avec Victor Lucier et a décidé de faire face à l'héritage de sa famille. Il est arrivé seul, avec un drone d'exploration, un scanner de champs magnétiques et un enregistreur. Il ne croyait pas aux fantômes, mais à l'énergie psychique, l'idée que des traumatismes extrêmes pouvaient laisser des traces dans l'environnement, affectant ceux qui sont entrés en contact avec eux. En traversant la porte principale, l'air gelé l'a frappé. Le sol grinça sous ses bottes, et l'odeur d'humidité et de fer était si intense que la gorge s'est irritée. Dans le hall principal, il a trouvé des graffitis des générations précédentes. Je ne suis jamais parti. Qui es-tu? Viens, regardez le miroir. Émile a tout enregistré, narrant d'une voix professionnelle. Il s'agit d'un cas classique de traumatisme collectif. Les inscriptions sont une pure suggestion. La maison n'est pas un bon endroit. C'est un laboratoire psychique. Mais quand il est monté dans le grenier, il a trouvé le miroir cassé. Les fragments brillaient d'un feu vert maladif, et dans l'un d'eux, il a vu son reflet. Mais ce n'était pas lui. C'était Victor Lucier, avec les yeux de Lucien. Quel du diable, murmura-t-il. Le miroir a répondu par un mot. Vrai, journal de Victor Lucier. Dans une salle du sous-sol, Émile a trouvé une boîte en métal rouille. À l'intérieur, le journal de Victor Lucier, écrit entre 1947 et 1954. Les pages ont été tachées de sang sec, mais lisibles. Elle n'est pas partie. Il n'est jamais parti. Il a chuchoté. Ordin. Il m'a dit qui tu es, comment le faire. J'étais juste son outil. Une dernière note a attiré votre attention. Si vous lisez ceci, il est trop tard. La maison vous a choisi. Émile a fermé le journal, mais pas avant de voir une image dessinée sur la dernière page. Une figure avec son nom, debout devant le miroir cassé. Le miroir qui ne devrait pas exister. Déterminé à prouver que tout était une fraude, Émile s'est arrêté devant le miroir. Son reflet est apparu, mais ce n'était pas lui. C'était un enfant blonde avec un sourire fixe, le même visage qu'il avait vu sur les photos de Lucien Dufresne. Quel du diable, murmura-t-il. Le miroir a répondu par un mot. Vrai. Soudain, Émile a vu des visions. Victor Lucier étranglant Marie avec les yeux de Lucien. Élise Moreau disparaît dans l'obscurité. Alex Vigneult souriant dans l'ombre. Julien Mercier enregistre son dernier message. Une voix résonnait dans son esprit. Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez pas le dernier. La maison a toujours faim. Émile recula, mais le miroir l'attirait comme un aimant. Son corps gelait et ressentait une douleur dans sa poitrine, comme s'il prenait sa conscience. L'entité répond.
Quand Émile a repris le contrôle, sa voix n'était pas la sienne. Pourquoi es-tu venu? Pour demander? De craindre? Mourir? C'était la voix de Marie-Aie, mélangée avec les autres, Victor, Lucien, Élise. Et autre chose. Émile a du mal à rester conscient, à activer son enregistreur. Ce n'est pas un fantôme. C'est une entité psychique, une fusion d'âmes endommagées. La maison et son corps. Et je suis à l'intérieur. La voix a changé, devenant gutturale. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes la maison. Et vous êtes notre nouvel invité. Le retour du miroir. Émile, désespéré, a pris un morceau du miroir cassé. En le touchant, il a vu des visions. Victor et Marie Tolk fusionnent, avec les yeux de Lucien. Leclerc exécutant le rituel, disant, ils ne sont pas deux. Il y en a trois. Et le troisième est le maître. Le Beaumont brisant le miroir, mais avec une figure inconnue souriant au loin. Le miroir n'était pas la fin. Cria Émile. Oui, nous nous divisons. En vous, dans cette maison, en tout. La voix de Leclerc a fait écho. Vous n'êtes pas digne. Vous venez comme les autres. Demandez. Demandez-vous. Traitez. Mourir. La bataille pour Émile. Émile a essayé de fuir, mais la maison l'a rattrapé. Les murs se fermèrent et le sol trembla. Au sous-sol, le cercle des eaux brillait et les figures humanoïdes ont commencé à se former. Dites-moi, cria-t-il, sachant qu'il perdait le contrôle. Son corps s'est cambré et sa voix a changé. Je fais partie d'eux maintenant. La maison n'est pas un endroit. C'est une promesse. Et je l'ai accomplie. Émile est tombé au sol, inconscient. La vérité qui a été laissée. 1 mois plus tard, le corps d'Émile n'a jamais été retrouvé. Mais sur son ordinateur, un dernier fichier audio a été découvert. Nous n'avons pas réussi à briser le cycle. Nous l'étendons simplement. La maison continue de réclamer. Et je sens sa voix dans mes rêves. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une nouvelle figure dans l'ombre. L'obscurité qui reste. Découvrez ce qui se passe lorsqu'un groupe d'archéologues décide de creuser les fondements de la maison en 2143, croyant qu'ils peuvent trouver des preuves physiques de l'entité. Et comment le miroir cassé révèle à nouveau des secrets que personne ne devrait savoir. 2143 octobre. Casa Beaumont, Montréal. 140 ans après la fuite du Beaumont de la maison, le bâtiment était toujours debout, bien que maintenant il ne s'agissait d'un peu plus qu'une pierre pourrie et un squelette en bois. Le toit s'était complètement effondré, les fenêtres étaient des trous sombres et le miroir cassé dans le grenier n'était que beaucoup de fragments recouverts de poussière. Mais pour le docteur Amara Patel, l'un des principaux archéologues du projet Casa del Diablo, était une découverte historique, la structure la plus ancienne de Montréal avec des enregistrements d'activités paranormales continues. Amara, 45 ans, était un expert des civilisations manquantes et des sites de traumatologie collective. À côté de son équipe, le docteur Elias Carter, historien, le docteur Lin Shu, géophysicien, et Sophia Moral, doctorant, avaient obtenu la permission de creuser les fondements de la chambre, estimant qu'ils pouvaient trouver des preuves physiques de l'entité qui l'habitait. Nous ne recherchons pas des fantômes, a déclaré Amara à la presse avant de commencer. Rechercher des réponses, a ajouté Elias. Mais personne ne savait que la maison ne serait pas expulsée si facilement. Les fouilles qui ne doivent pas être faites. L'équipement a utilisé des scanners de pénétration des terres pour cartographier les fondations. Les résultats étaient dérangeants. Sous le sous-sol, il y avait une caméra cachée, une structure rectangulaire qui n'apparaissait pas dans les plans d'origine. Comment ne l'ont-ils pas trouvée avant? Demanda Sophia. Parce qu'elle ne voulait pas être trouvée, a répondu Amara. Soyez prudents, ils ont commencé à creuser. Le 3e jour, ils ont trouvé une entrée scellée avec des briques et une plaque métallique oxydée avec l'enregistrement. Ara habita veritas. Hic nascitur tenebrae. Ici, la vérité vit. L'obscurité est née ici. L'un, ajustant ses capteurs, il a remarqué quelque chose d'étrange. Le champ magnétique ici est anormal. Comme s'il y avait une énergie résiduelle. Amara l'a ignoré. Nous ouvrons ceci. La chambre secrète. La porte a cédé avec un croquant sec, révélant un escalier en pierre qui descend vers l'obscurité. L'air était dense, avec l'odeur de moisissure et de fer. En arrière-plan, ils ont trouvé une pièce circulaire, avec des murs de briques recouverts de symboles enregistrés avec quelque chose qui avait l'air sec. Au centre, un autel en pierre et un cercle d'os humains. Mais la chose la plus inquiétante était ce qu'ils ont trouvé dans un coin. Un squelette pour enfant, assis avec un dos droit, tenant une amulette obsidienne. Est-ce un enfant? Demanda Sophia, d'une voix tremblante. Non, répondit Elias, vérifiant les os. C'est Lucien Dufresne. L'amulette Leclerc. L'amulette de l'obsidienne avait des symboles similaires au miroir cassé. Amara l'a pris, ignorant les avertissements d'Elias. C'est juste un objet rituel. Mais en le touchant, l'amulette brillait d'un feu vert maladif. Une voix résonnait dans l'esprit d'Amara. Pourquoi es-tu venu? Pour demander? De craindre? Mourir? Sophia, en révisant le squelette de Lucien, a remarqué autre chose. Il a une fracture dans le crâne. Mais cela ne semble pas naturel. C'est comme si quelque chose était sorti à l'intérieur. Soudain, le sol tremblait.
L'entité se réveille. Les murs de la pièce ont commencé à vibrer et les figures attirées en eux se sont déplacées. Les ombres ont pris vie, formant des silhouettes humanoïdes qui entouraient l'équipe. Ils appellent, criaient l'un, mais la porte s'est fermée avec un coup sec. Amara, tenant toujours l'amulette, a vu des visions. Victor Lucier étranglant Marillier avec les yeux de Lucien. Leclerc exécutant le rituel, disant, ils ne sont pas deux. Il y en a trois. Et le troisième est le maître. Le Beaumont brisant le miroir, mais avec une figure inconnue souriant au loin. La voix de Leclerc a fait écho. Vous n'êtes pas digne, vous venez comme les autres. Demandez, demandez-vous, traitez, mourir. La bataille pour Sophia. Sophia, terrifiée, a approché le squelette de Lucien. En touchant l'os de sa main, il a ressenti une douleur intense et est tombé à genoux. Sa voix a changé, avec un écho multiple. Pourquoi reviens-tu? Tu n'as pas appris? C'était la voix de Marie-Ève Tremblay, mélangée à d'autres, Victor, Lucien, Élise Moreau, Julien Mercier et Émile Lucier. Sophia, réveille-toi, cria Amara, attrapant son bras. Guillemets double. Mais Sophia l'a poussé avec une force surhumaine. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes la maison, et vous êtes nos nouveaux invités. L'un, désespéré, a pris l'amulette et l'a jetée contre l'autel. L'impact a provoqué une explosion de la lumière blanche et les figures d'ombre se sont désintégrées. La vérité sur l'entité. La lumière a révélé quelque chose que les archéologues ne s'attendaient pas. Une porte en pierre sur le mur arrière, avec un symbole de l'œil qu'ils avaient vu sur le toit. Elias, examinant ses notes, a rappelé quelque chose du journal de Jacques Moreau. Sous l'autel, il y a une porte. Ne l'ouvrez pas, c'est le cœur de la maison. C'est là que l'obscurité est née. Mais Amara, impulsive, l'ouvrit. Derrière, il y avait une petite pièce, avec des murs de briques et un miroir intact. À sa surface, des images du passé se reflétaient. Victor et Marie-Ève ont fusionné, Lucien souriant, Élise Moreau disparaissant. Et enfin, Amara et son équipe, debout devant la porte. Ce n'est pas réel, murmura Sophia, avec sa voix normale. Mais le miroir a répondu, la vérité a un prix. Préparez-vous à le payer. Le vol final. La maison a commencé à s'effondrer. Les murs se sont craqués et le plafond du sous-sol s'est effondré. L'équipe a couru vers la sortie, mais le passage souterrain s'est fermé derrière eux. Sophia, toujours affectée par la possession, a pris un morceau du miroir cassé et l'a jeté contre la porte cachée. L'impact a provoqué une autre explosion de lumière, et la voix de Leclerc a résonné pour la dernière fois. Vous ne vous échapperez pas. Vous reviendrez tous. La lumière a disparu et la maison était silencieuse. Les quatre ont survécu, mais aucune n'était la même. Sophia a perdu la capacité de parler pendant des semaines. Elias a quitté l'archéologie et s'est retiré dans un monastère. L'un a publié un livre que personne ne croyait. Et Amara est retournée à son université, mais dans ses notes finales, elle a écrit « Nous n'avons pas réussi à briser le cycle. Nous l'étendons simplement. La maison continue de réclamer. Et je sens sa voix dans mes rêves. » 1 an plus tard, Amara a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais sur son ordinateur, un dernier fichier audio a été découvert. Je fais partie d'eux maintenant. La maison n'est pas un endroit. C'est une promesse. Et je l'ai accomplie. Et dans le miroir cassé, si vous regardez attentivement, vous pouvez voir une nouvelle figure dans l'ombre. L'obscurité qui reste. La maison de la rue Saint-Alonique est toujours debout, bien que personne ne la réside. Les documents officiels le déclarent en ruine, mais les cartes satellites montrent que le toit a reconstruit seul. Les murs, bien que craqués, semblent se maintenir par une force invisible. En 2173, un groupe d'adolescents tentera de l'explorer, croyant que ce n'est qu'un mythe urbain. Mais la maison les attend. Parce que l'obscurité n'est jamais partie. Il n'a caché que. Fin de la série, Stories of Ultratumba. Certaines maisons ne sont pas des maisons. Ce sont des prisons. Et certaines âmes ne se reposent pas. Ils s'attendent juste.